matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir à la volée Tatiana Ventose. Tatiana Ventose est analyste politique, vous la connaissez certainement pour sa chaîne YouTube et son fil d'actu. Et nous sommes très heureux de la recevoir aujourd'hui pour présenter son livre. Il est venu le temps des producteurs. Il est venu le temps des producteurs qui met en place finalement une nouvelle réflexion, une nouvelle analyse sur ce qui se passe aujourd'hui. Les producteurs contre les profiteurs, hein. On n'est pas ici la métropole, France périphérique ou bloc populaire, bloc militaire. Ici, c'est producteurs, profiteurs. On va évidemment analyser cela et demander à Tatiana Ventose de nous expliquer tout cela. Et puis, elle parle aussi finalement d'un coup de pouvoir qui s'est passé dans les années 70, une révolution de palais qui a entamé finalement notre destruction. Et elle va nous raconter tout ça également. Bonjour Tatiana Ventose. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis très heureuse de vous recevoir. Alors, et très heureuse que vous puissiez nous parler de cet ouvrage, de cette analyse que vous proposez et qui nous, d'abord, un peu révolté, si j'ai bien compris, contre ce qui se passe aujourd'hui, il y a de quoi, et qui surtout tente de comprendre aussi comment on en est arrivé là, et puis pourquoi pas comment en sortir. Alors, peut-être commencer avant d'arriver au ton révolté et d'expliquer comment sortir de tout cela, eh bien, analyser ce qui s'est passé dans les années 70. Vous dites finalement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une forme de casse gigantesque qui s'est organisée à la faveur d'une révolution de palais. Alors, que s'est-il passé dans les années 70 ? Et dans les années, déjà bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors, dans les années 1970, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une nouvelle classe dirigeante qui s'est établie. Alors, ça s'est fait bien sûr de manière graduelle et ça a été consacré, on va dire, dans les années 1970. Et c'est en fait une partie de la précédente classe dirigeante qui a pris le pouvoir vraiment sur ses homologues. Et je parle là en fait de la finance, de la bourgeoisie financière qui, à partir de ce moment-là, a commencé à mondialiser l'économie, à instaurer l'idéologie du libre marché, à développer, en fait, à poursuivre un agenda qui visait à abolir les frontières, les barrières, les nations, les barrières douanières. Voilà, donc c'est un petit peu, pour moi, en tout cas, il y a le moment pivot. Mais Tout est-ce se qu'il y a joue. eu quelque chose qui s'est passé de particulier en 70 pour qu'il y ait eu ce point de bascule ? Il n'y a pas eu un truc particulier en 1970. En fait, c'est le fruit d'une évolution logique de la société, hein, si vous voulez. Mais disons que la bourgeoisie traditionnelle, patriote, qui était un petit peu, c'était pas complètement la classe dirigeante, hein, d'ailleurs, mais elle était un petit peu affaiblie après la Seconde Guerre mondiale, du fait à la fois des actes de collaboration qu'il y avait eu et qui l'avait obligé du coup à un nouveau compromis avec avec les politiques, avec les élites dirigeantes, les élites politiques vraiment de ce pays. Mais c'est arrivé dans tout le monde occidental, hein. C'est pas uniquement en France que les choses se sont passées comme ça, évidemment. La finance qui a pris le pouvoir, c'est évidemment pas la finance française. Moi, je parle vraiment de la bourgeoisie financière américaine qui, étant propriétaire en fait des titres de propriété des entreprises, des titres de dette aussi, voilà. Eh bien, elle a commencé à instaurer, à placer en fait ses agents dans les ministères de tous les pays occidentaux. Elle a commencé à former idéologiquement ces nouvelles élites, à savoir les gens dans les écoles de commerce. Elle a formé, voilà, donc il y a eu une offensive en fait qui avait commencé déjà après la guerre, mais ça a été graduel. Mais si vous voulez, il y a aussi tout un tas de circonstances géopolitiques, mondiales, économiques et financières qui se sont produites et qui ont fait qu'elle a pu, à ce moment-là, prendre l'ascendant sur la bourgeoisie traditionnelle, avec qui, finalement, il n'y avait pas de problème, si vous voulez, qui organisait en partie la société. Et à partir de ce moment-là, en fait,
les dirigeants politiques, et moi c'est ça en fait que je reproche, je ne reproche pas à une classe d'essayer de se hisser au pouvoir. Ce que je reproche en revanche, c'est la trahison des dirigeants politiques français, occidentaux aussi bien entendu, mais c'est la France qui m'intéresse, qui se sont fait les serviteurs de cette nouvelle classe dirigeante, des banquiers, des financiers, voilà, et qui du coup ont complètement transformé la société française de manière à la faire correspondre aux besoins de cette nouvelle classe dirigeante. Voilà, Alors, au lieu de servir le peuple français, on va aller justement sur c'est très intéressant. En fait, vous dites alliance politico-financière. Donc, il y a une caste supérieure financière qui met aux ordres finalement la caste politique à partir des années 70. Moi, quand quand vous avez écrit dans les années 70 une forme de révolution de palais, j'ai pensé tout de suite donc à 71, extension du bloc de constitutionnalité et le Conseil constitutionnel qui s'arroge des pouvoirs. Et on voit bien aujourd'hui finalement qu'il est capable de bloquer absolument toute loi venant de l'Assemblée. Donc c'est la fin finalement de la souveraineté populaire. Et donc on voit bien ça. Des institutions européennes qui ont été véritablement l'outil, l'instrument de cette nouvelle classe dirigeante aussi pour imposer sa loi dans tous les pays européens. Enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs choses, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a eu la fin des accords de Bretton Woods et aussi donc la fin de l'équivalence hors dollar, ce qui a donné au dollar, qui est aussi l'outil monétaire de cette bourgeoisie financière, qui lui a donné en fait la possibilité de créer de la richesse à partir de rien ou presque. Donc voilà, et effectivement, quand je parle de révolution de palais, c'est parce que sur le moment, dans les sociétés occidentales et en France, on n'a rien vu venir. Enfin, je veux dire, personne n'a vu les choses se changer. Parce que si vous voulez, au final, que le patron d'une usine où les gens travaillent se trouve à Boulogne-Billancourt ou à New York ou je ne sais où dans le monde, au final, ça ne change pas grand-chose dans le quotidien des gens qui vont travailler. Seulement, les conséquences, elles ont commencé à se dérouler à la faveur des délocalisations et de l'ouverture de la France aux 80 du libre marché. Alors donc justement, allons sur le constat. On voit donc à peu près ce qui s'est passé dans les années 70, ce changement de paradigme finalement et le changement d'intérêt. Comme vous le dites, on n'a pas forcément vu les conséquences immédiates. Enfin, on a vu la désindustrialisation par exemple, mais aujourd'hui, finalement, tout vole en éclats et tout apparaît à nos yeux, ce qui nous permet au moins de permettre une analyse que celle que vous fournissez aujourd'hui. Euh, quels ont été finalement les intérêts tirés par cette alliance politico-financière et quelle est la conséquence pour nous autres Français, on va dire Français enracinés, Français producteurs? Après, vous allez nous expliquer justement la différence entre les producteurs et les profiteurs. En fait, la classe dirigeante, elle poursuit un but qui est de se maintenir en haut de l'échelle sociale et au centre de l'organisation de la société. Donc, pour ce faire, elle a besoin de survivre. Et pour survivre, cette bourgeoisie financière, à mon sens, hein, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, mais à mon sens, cette bourgeoisie financière, en fait, elle ne peut survivre qu'en pillant le fruit du travail des autres. C'est-à-dire en utilisant en vendant au prix le plus élevé possible des produits, des fruits de la production qu'elle aura fait produire à un coût le moins élevé possible. Et c'est des maths de base. Hein. Enfin, voilà. Oui, avoir le plus de marge sur un coût de production minimal. C'est ça. Et donc, pour ce faire, eh bien, entre l'ouvrier français qui produit à un coût, mettons, X, et l'enfant chinois qui va produire à un coût Y qui est infiniment inférieur au coût de production en France, eh bien, les gens qui possèdent les titres de propriété et les titres de dette des moyens de production, leur intérêt, c'est assez évident, c'est de délocaliser ça en Chine. Voilà, et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est aussi simple que ça a l'air, mais d'une évidence en fait. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le mouvement s'est poursuivi. Ça n'a pas été évidemment tout d'un coup, mais le mouvement aujourd'hui se poursuit avec la tentative, pour moi, hein, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est ce que visiblement les agriculteurs français dénoncent, c'est la tentative de délocalisation des producteurs agricoles. Après la délocalisation des producteurs industriels,
on délocalise l'agriculture maintenant. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher en Ukraine, parce que ça permettrait à l'Occident de pouvoir finir d'achever les agriculteurs français et de pouvoir produire du poulet, du blé, etc. En Ukraine pour un coût moindre. Mmh. Alors quand vous parlez de bourgeoisie financière, est-ce qu'on peut redéfinir un peu ce terme? Parce que, pour moi, c'est même pas une bourgeoisie, c'est au-dessus de ça, c'est une forme de caste ultra élitiste financière, mondialiste, mais qui dépasse largement la bourgeoisie. Ah bah, qui dépasse largement et en même temps, elle est issue de la classe qu'était la bourgeoisie, si vous Mmh. voulez. C'est pour ça que moi je l'appelle la bourgeoisie financière. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, les mots bon, si vous préférez l'appeler une caste et une élite politico-financière, moi ça me va, hein, il n'y a pas de problème. Mais disons que le terme, il vient du fait que cette caste, cette finance, en fait, la finance, est issue directement et est directement l'héritière des bourgeois d'avant qui possédaient les moyens de production, qui possédaient les usines. Elle est l'héritière des Louis Renault et des Péchinet et autres. Donc, à partir de ce moment-là, bon, moi, je vous dis, j'utilise le terme de bourgeoisie, mais c'est juste qu'elle est propriétaire, en fait, des titres de propriété. Elle possède les titres de propriété des moyens de production. Et en ce sens, le patron de l'usine en France, il n'a plus aucun pouvoir de décision, ce n'est plus lui. Voilà. Mmh. Donc, voilà. Mais la distinction peut-être aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une bourgeoisie qui joue le jeu de cette élite financière, mais je dirais qu'on a une bourgeoisie, voilà, qui reste encore en France et qui joue ce jeu-là et qui a ses intérêts directs et intérêts individuels surtout. Mais l'élite, elle est pas forcément française. L'élite, cette élite financière, c'est plus Ah une ben élite non, non. américaine, délocalisée, et donc, Bah, comme je disais, après, mondialiste. c'est à différents échelons, si vous voulez. Il y a des gens qui en tirent bénéfice de cette organisation sociale-là. Il y a des gens qui en tirent un profit quand même assez important. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que tout cela change. Alors évidemment, moi j'aurais envie de dire, il- parmi les propriétaires des moyens de production français, dans les années 70, il y en a qui y ont trouvé leur compte à ce nouvel ordre mondial, hein, à Mmh. ce nouvel ordre social au moins. Mmh. Et il y en a qui ont trouvé leur compte et qui ont totalement embrassé ce nouveau modèle. Et ceux qui ne l'ont pas trouvé, de toute façon, ont été évincés par la loi tout à fait darwiniste de la sélection naturelle, à Ouais. savoir qui ne s'adapte pas meurt. Donc, moi, je pense que bien malheureusement, les bourgeois traditionnels, patriotes, comme on pouvait encore en avoir il y a une cinquantaine d'années, malheureusement, ont disparu. Et je ne sais pas si, on peut les retrouver, je suppute que non. Mmh. Ouais, il y a peut-être encore quelques entrepreneurs patriotes, mais Alors en effet, qui se comptent sur les doigts de la main. c'est ça. Bah, des entrepreneurs, en tout cas, justement, moi, je voudrais bien quand même faire la distinction entre, les propriétaires, de ce qui permet la production Mmh. et les entrepreneurs, puisque ce n'est absolument pas la même chose. Aujourd'hui, et on va justement en venir à la question des producteurs, Ouais. qui pour moi, sont appelés à organiser la société française, hein, parce que de toute façon, sinon on va mourir. Mmh. Si on laisse l'élite actuelle continuer à organiser la société et instaurer son ordre social, eh bien la France, purement et simplement, ne va plus rien produire et nous allons donc mourir, puisque Mmh. une société qui ne produit pas est une société qui meurt. Mmh. Mais Heu, Et on voit, pardon, mais encore aujourd'hui, on signalait les faillites, le record de faillites des PME. Donc de toute façon, on est à ce stade-là, hein, de la mort clinique du poumon ah oui, économique de la France. ah oui, oui, quand on dit, la mort, effectivement, c'est très physique et c'est le coup d'arrêt inéluctable. C'est pas une métaphore qu'on emploie là, hein. Donc mais voilà, mais parmi les producteurs, puisque là, on en est à définir encore les termes, heu, je ne compte pas évidemment que les agriculteurs ou que les ouvriers, employés, Mmh. dans ce qui concerne la production. Et quand je parle de production concrète et matérielle, de ressources et de richesses et de son acheminement, évidemment, vers là où elle peut être achetée, puisque si on produit pour le laisser s'entasser quelque part, ça ne sert à rien. Donc, je parle aussi des ingénieurs, je parle des artisans qui, pour beaucoup, sont propriétaires, pour le Bien coup, de sûr. leurs propres moyens de production, mais je ne les range pas dans l'élite financière, si vous voulez. Enfin, il y a quand même une distinction à faire. Le problème, c'est que aujourd'hui, les dirigeants politiques français
euh, ne soutiennent pas les entrepreneurs. Ils servent l'élite financière internationale et comme leur maître, en fait. Mais c'est tout. Si vous voulez, quand ils Est-ce que vous parlent pouvez nous des donner des exemples? Parce que ça, c'est fondamental, je pense, que vous venez de dire. En fait, c'est la clé de la compréhension de notre état actuel. C'est-à-dire, on a une élite, enfin, on a un gouvernement et des politiques qui servent cette caste de la finance, ces profiteurs, comme vous les appelez, au détriment des producteurs. Est-ce que vous avez un exemple concret? Est-ce que vous pouvez nous donner ne des serait-ce que illustrations? Ne serait-ce que les taxes et les normes absurdes auxquelles on soumet les producteurs français. Là, je pense aux agriculteurs, mais aussi aux artisans, aux petits chefs d'entreprise, voilà, qui sont écrasés sous les taxes et les normes, à qui on impose toujours plus de règles strictes, totalement absurdes, qui font qu'en plus de ça, ils ont de moins en moins le temps de faire ce qui est leur métier de base, hein. Et tout ça dans le but de montrer à quel point cela coûte cher de produire en France et à quel point nous ne serions pas compétitifs en France. Évidemment, en fait, un agriculteur français ou un artisan français ne va pas pouvoir tenir face à un producteur chinois ou aujourd'hui polonais ou roumain. Mais en fait, c'est organisé, si vous voulez, c'est orchestré de manière à ce que les Français ne puissent pas, dans ce jeu-là, gagner. L'entrepreneur français, le producteur français, lui, à ce jeu, ne peut pas gagner. En fait, les règles sont faites pour le tuer. Elles ne sont pas faites pour l'aider. Donc, rien que ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est l'exemple le plus parlant. Mais après, on pourrait parler de l'imposition De des... l'immobilier plus que sur la finance, vous voulez dire? Pardon? Non, de l'impôt sur l'immobilier plutôt que l'impôt sur la finance, par exemple? Bah oui, mais complètement. De toute façon, enfin, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à ce que les Français, enfin, je ne sais plus quel ministre l'avait dit, la maison individuelle, c'est fini, être propriétaire, c'est fini. Voilà. Mais moi, là, je parlais même pas de ce qui concernait la propriété individuelle, je parlais vraiment de tout ce qui concernait les métiers de production Mmh. qui ne sont absolument pas valorisés et qui sont même, enfin qu'on tente d'exterminer. Enfin, je veux dire, il faut dire les mots à un moment. Mais regardez ce qui s'est passé déjà à partir des années 70, et pas seulement au niveau concret où on a essayé de faire disparaître les producteurs industriels notamment, hein, les ouvriers, les ingénieurs. C'est comme s'ils avaient disparu du paysage. Mmh. Pourtant, ils existent encore, hein. Les ouvriers, c'est 20% de la population active, mine de rien. C'est pas, voilà. Bon, les agriculteurs sont moins nombreux, mais les producteurs représentent encore quelque chose. Et il y a eu, en plus de cela, une offensive idéologique, vraiment culturelle, qui a consisté Ouais. à mettre en avant que la France, désormais, allait être un pays de service, qui allait pouvoir, où les gens allaient pouvoir rester assis dans des bureaux Oui, et on a beaufisé celui qui travaillait de manière manuelle et tout ça. Il y a eu vraiment un encouragement, d'ailleurs même pour les agriculteurs, à quitter ce travail, heu, non présentable pour devenir non pas un artisan, de la terre, non pas un paysan, mais bien un financier de la terre, en fait. On l'a encouragé à faire évoluer son métier également. Mais il y a eu un véritable, effectivement, un dénigrement des professions, des professions manuelles, des métiers où on fabrique des choses. Et ce, que l'on soit, encore une fois, à son compte ou employé d'une plus grosse boîte. Moi, je ne fais même pas la différence. En fait, on produit quelque chose, on produit de la richesse. Donc, ces gens, en fait, ils travaillent pour la France. Mmh. Et la classe dirigeante et nos élites politiques passent leur temps à les écraser. Il y a un moment, il y a un problème, en fait. Ouais, donc on en arrive à peu près au stade d'aujourd'hui, c'est-à-dire, À peu des près. agriculteurs qui se révoltent, des entrepreneurs qui sont asphyxiés, et vous le dites, finalement, on ne va c'est de toute façon, c'est fini. On ne va pas pouvoir tenir comme ça. Vous dites: «Produire ou mourir». Donc mais comment faire pour continuer de produire dans un pays qui ne veut pas que vous produisiez? Et on voit en plus cette caste financière qui va toujours plus loin dans la contrainte. Ne pas avoir le droit d'arroser, ne pas avoir le droit voilà, c'est pour les particuliers de se chauffer, pour les entrepreneurs, on voit bien, le prêt garanti par l'État pendant le covid qui les a complètement asphyxiés. Enfin, tout n'est qu'asphyxie
Alors Même, comment... même avoir un potager, aujourd'hui, en fait, le gouvernement vous dit que c'est mauvais pour la planète. En réalité, c'est pas mauvais pour la planète, c'est mauvais pour eux. Hmm, C'est c'est ça. mauvais pour l'élite dirigeante, en fait. Donc, Oui. voilà. Pourquoi c'est mauvais pour eux, à votre avis? Parce que si les gens sont autonomes et capables de produire, alors ils ne dépendent plus d'eux pour organiser la société, en fait. Et Hmm. c'est en ça que, enfin, moi, c'est ce que j'avance. C'est que aujourd'hui, la seule manière de survivre en tant que nation, c'est que les producteurs prennent le contrôle de la société dans leur intérêt et dans l'intérêt de la France, en partant des besoins réels de la France. Pas de est-ce qu'il faut être compétitif sur tel marché ou quoi, mais de combien de blé on a besoin, de combien de pièces de voiture on a besoin, de combien de bois on a besoin pour que les Français puissent tous avoir accès à à ce dont ils ont besoin pour survivre. Hmm. Finalement, Euh, on et, revient... Oui, pardon, allez-y. et hors, enfin pour moi, hors les producteurs, point de salut, vraiment. Et il n'y a que là, à ce stade, qui puisse aujourd'hui organiser la société dans l'intérêt de la France. Hmm. J'entends bien ce que vous dites et finalement c'est intéressant. Vous revenez à la première définition du libéralisme. Finalement, laissons les hommes entreprendre et s'auto-gérer d'une certaine façon dans leurs entreprises, dans leur production, dégageons l'État de Alors, cette construction. bah, le problème, c'est qu'en fait, l'État aujourd'hui, enfin, à la base, l'État, c'est quoi? C'est l'émanation de la volonté du peuple. Donc moi, si l'État est l'émanation de la volonté du peuple, j'ai pas de problème avec l'État. Si vous voulez, j'ai un problème avec l'État quand il prétend être l'émanation de la volonté du peuple et que en réalité, il sert d'autres maîtres qui sont les ennemis de la France. Moi, j'ai pas de problème avec l'État. Au contraire, enfin, moi, je suis pas quelqu'un d'ultra libéral. Je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de régulation. Vous voyez bien que de toute façon, une société qui ne contrôle pas ses frontières, qui ne contrôle pas un minimum son économie, euh, bon, c'est le chaos aussi qui finit par dominer. Donc, moi, je pense pas qu'il faille abolir l'État, hein, je suis pas anarchiste. Par contre, je pense que Il faut rétablir la souveraineté populaire. ouais, il faut rétablir en fait la souveraineté nationale, la Mm, souveraineté des Français. mm, C'est les Français qui doivent décider pour leur pays. Et mm. les Français, leur intérêt, c'est de survivre. Et pour survivre, ils ont besoin de la production. Donc, ce sont les producteurs qui doivent pas tout diriger, imposer des lois à tout le monde, etc., mais donner une direction au pays, en fait. Mmh. Oui, Pas, normalement, ça sert à voilà. ça, un gouvernement. Exactement, c'est à ça En que ça va un politique, ça gouvernement. sert à donner une direction, pas à diriger, Tout à fait. le mètre carré que vous avez le droit d'avoir, dans votre Voilà. lopin de terre. Alors pourquoi, souhaite-t-il, ça c'est un élément intéressant aussi de ce que vous avez dans votre thèse, pourquoi souhaite-t-il aujourd'hui s'attaquer à nos ressources? Justement, vous dites, d'un côté, vous dites: «Les producteurs doivent reprendre le pouvoir», mais il se trouve que justement les producteurs aujourd'hui sont sont empêchés, je veux dire, de plus en plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'objectif, de cette élite, financière? Bah, parce que cette élite, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme elle a besoin de croître perpétuellement pour pouvoir se maintenir, ne serait-ce que ça, pour pouvoir survivre et ensuite pour pouvoir se maintenir dans sa position de classe dirigeante, bah, elle a besoin de piller ce qu'elle n'a pas encore pillé, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, elle a besoin de prendre ce qu'elle n'a pas encore pris. Comme elle a pris l'industrie, il lui reste, là pour le moment, le produit de l'agriculture, même si aujourd'hui la balance commerciale agricole française n'est excédentaire que grâce au vin, à l'exportation des vins et des spiritueux, ce qui est extrêmement grave, mais bon, voilà. Mais disons qu'elle a besoin de s'accaparer la terre et les ressources. Et on le voit, que ça soit au niveau des terres agricoles d'ailleurs, où ce sont dans beaucoup d'endroits des fonds d'investissement étrangers qui rachètent la terre pour Mmh. y instaurer c'est même pas des moyens de production parce que ça produit rien en énergie, mais je pense des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, voilà, qui ne produisent quasiment pas d'énergie, mais qui vont rapporter beaucoup aux fonds d'investissement et aux fonds spéculatifs et à la finance, en fait, qui gère ces parcs-là. Et c'est ça, en fait, que je reproche, encore une fois, hein, à l'organisation de la pseudo-transition écologique, c'est que on passe son temps à donner aux gens des contraintes, des règles à suivre, à leur dire qu'ils sont des désastres pour la planète, alors qu'en réalité, on artificialise les sols avec là, il y a même des lois maintenant qui obligent la France à se doter de panneaux Tout photovoltaïques à dans des fait. certains pourcentages, etc.
pour rien. On détruit des terres agricoles pour rien, pour engraisser encore la finance. Et je vous parle des ENR parce que c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Mais honnêtement, il y a la question du bois, il y a la question de l'eau, il y a la question de la terre et de la propriété privée. Voilà, enfin, il y a une offensive, en fait, c'est juste la suite logique qui suit la destruction de notre industrie, en fait, tout Pour la terre, simplement. vous l'avez rappelé, maintenant il va être même interdit ou en tout cas ultra contrôlé d'avoir son propre lopin de terre, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis quand on voit ce qui se passe déjà en Ukraine, on voit que finalement, on nous dit qu'on défend, nous, derrière les Ukrainiens, on défend leur souveraineté, etc. Mais les pauvres ont déjà finalement vendu leurs terres aux Oui, Américains, enfin à des grands consortiums américains, BlackRock. dont BlackRock. Donc la terre des Ukrainiens n'appartient déjà plus aux Ukrainiens. Et là, pour le coup, elle appartient clairement à une ultra élite, si on peut appeler ça comme ça, financière, une ultra caste financière qui a des intérêts bien divergents de ceux que nous vend, nous, pour défendre l'Ukraine. Donc on voit bien Ceci ce dit, qui se passe. même Ouais. en France, hein, la Ouais. plupart des agriculteurs, en fait, en France, aujourd'hui, on a l'image quand même de l'agriculteur qui est encore propriétaire de son terrain, et il y en a, et heureusement. Néanmoins, il y en a aussi beaucoup, je crois que c'est 60%, si je dis pas de bêtises, mais il faudra vérifier le chiffre. En tout cas, il y a plus de la moitié des agriculteurs français qui sont sous baux de fermage, en fait. Donc, qui ne sont pas propriétaires de leur Mm. terrain, qui travaillent pour un propriétaire de la terre. Et ces propriétaires, graduellement, et on voit l'offensive dans toute l'Europe de rachat par la finance, par des fonds d'investissement, Mm. des terres agricoles, en fait. Parce qu'ils Mm. veulent contrôler la chaîne de production depuis le moment où la graine est plantée, depuis même la graine qui est Mm. fabriquée OGM, jusqu'à ce que le consommateur va acheter et manger, qui va le rendre malade, puisque ça va être produit dans des conditions absolument atroces, et que forcément la santé va s'en ressentir après, hein, des gens qui vont consommer ces produits-là. Et derrière, on aura encore la finance qui est derrière les lobbies pharmaceutiques qui vont nous vendre les médicaments pour soigner les maladies qu'ils ont créées. Je veux dire, le système est bien rodé. C'est juste que là, ils vont au bout de leur logique. Donc, ils s'arrêteront pas, hein. Enfin, c'est... Oui, et pour continuer d'illustrer votre propos, et puis ensuite on va aller justement à ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que vous appelez à faire, l'appel de votre livre. Eh bien, on parle ici de l'agriculture, comme vous l'avez dit, il y a également le bois, également l'eau. Alain Aupert, par exemple, a fait des révélations que dans sa région récemment, alors qu'on nous parlait de sécheresse, de contrôler évidemment le débit d'eau de chaque particulier, etc. Sachant qu'il y a des contrôles maintenant pour les agriculteurs, notamment faits par des drones. Donc on est quand même dans une société ultra surveillée, contrôlée au nom toujours de cette écologie. Eh bien, en fait, cette eau est en même temps vendue par la commune à des intérêts particuliers, privés et financiers. Donc, on voit bien que, en effet, il y a eu complètement mensonge sur la politique menée actuellement sous prétexte d'écologie. On continue de servir les intérêts financiers. Donc, ça correspond exactement à ce que vous racontez. Alors, C'est leur dernière carte, hein, si vous voulez, hein. L'écologie, après ça, ils n'ont plus rien, hein, parce que bah, ils ont fait non, ils vont faire tourner. Ils ont fait la santé, sauvez-vous, avec le Covid, donc ça permet aussi de mieux contrôler les Français. Ils fait la guerre, la vraie guerre, qui permet de mieux contrôler les Français puisqu'on limite, notamment certaines chaînes, Telegram et cetera, au nom de la ouais. lutte contre l'ingérence, ennemie, donc russe. Et puis, aujourd'hui donc, enfin et encore l'écologie. Donc oui, on peut varier un peu les sujets, enfin les contrôles, les raisons du contrôle en tout cas. Après, Heu, moi, c'est vrai que je reste sur la production, mais ouais, ouais. oui, effectivement. Voilà et donc on voit bien en tout cas tout ce qui se passe aujourd'hui, le phénomène et donc on en arrive à votre appel. L'appel, appel aux producteurs aujourd'hui: «Réveillons-nous». Alors qu'est-ce qu'on peut faire, clairement aujourd'hui, Tatiana Ventose? Je dis pas réveillons-nous, hein. Mmh. Je crois que, enfin, c'est pas mon genre d'employer des phrases comme ça. Non, en fait, déjà, enfin, ça commence, c'est bête, hein, mais pour changer une réalité, il faut commencer par la comprendre et par l'accepter. Mmh. Et je pense qu'il y a énormément de Français qui ne veulent pas accepter que
le système et la classe dirigeante qui conduit ce système vont nous tuer physiquement. Et je comprends que ce soit difficile à entendre dans la mesure où l'alternative politique est, à mon sens en tout cas, inexistante. Et donc c'est un petit peu compliqué d'appeler les gens à faire quelque chose quand on ne propose pas d'organisation alternative. Et voilà, moi, je n'appelle pas les gens à se lever, à aller manifester ou à brûler des poubelles comme les députés de la France Insoumise. Déjà, je commence par proposer en fait Une une analyse. explication, une analyse, mais surtout une explication en fait, une Mmh. analyse qui donne du sens à ce qui se passe, à ce qu'on vit en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez, en fait, tout le monde est perdu. On est tous perdus. On comprend pas ce qui se passe. On comprend pas pourquoi on en est là. Pourquoi on a des pénuries de bois. Pourquoi il y a plus de pièces de voiture alors qu'on est le pays de Renault et de Peugeot. Pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en fait et comment tout ça c'est Mmh. lié. Et je pense que changer les choses, ça commence par les comprendre. Et c'est le sens en fait de mon livre. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est pour apporter une explication qui, j'espère, sera satisfaisante, là où toutes les explications que nous donne la classe dirigeante, systématiquement, Oui. ne vont pas, ne collent pas. C'est de toute façon, maintenant, on en est à oui, tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique, ou alors c'est à cause des méchants bots russes, des complotistes, de l'extrême droite, ou je ne sais quoi. Et c'est pas satisfaisant, en fait. Mmh. Et donc, c'est ça, en fait. Enfin, moi, je pense qu'il faut commencer par regarder la réalité en face, par comprendre ce qui nous est arrivé, pour pouvoir reprendre le contrôle sur la situation en tant que nation et s'en sortir. Alors, je suis d'accord avec votre analyse. Maintenant, c'est vrai que je connais des producteurs qui souhaiteraient produire et qui ne peuvent pas. On arrive à la révolte des agriculteurs. Donc, Ouais. même s'ils ont compris quelle était l'origine du mal, un jour, il va bien falloir assécher ce mal, en fait. Et ça, c'est encore une autre question. Mais c'est Ah peut-être pas la bah, réponse que vous souhaitez apporter. Déjà, c'est sûr que tout le monde y voit plus clair. C'est déjà très important. Merci beaucoup, chaque jour Tatiana suffit sa Ventose. peine, hein. Oui, exactement. Merci, Tatiana Ventose. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et je rappelle, il est venu le temps des producteurs. Alors, juste un petit mot. Vous n'avez pas réussi à être édité, ça c'est aussi une autre question, mais ça rejoint finalement ce qu'on disait, à être édité par vos anciens éditeurs pour ce livre-là, et finalement vous avez décidé de lancer Par votre... aucun éditeur. Oui, par aucun Ils éditeur. ont ils ont tous trouvé ce propos trop radical. D'accord. Je précise d'ailleurs que radical, ça vient c'est le mot racine. Donc pour quelqu'un qui veut défendre les producteurs, eh bien vous avez bien raison de revenir à la racine, Tatiana Ventose. Juste, pour ceux qui voudraient vous aider ou tout simplement commander ce livre, comment on fait? Alors oui, il y a un système de précommande donc que j'ai dû mettre en place, via le site Tipeee, donc ça s'écrit Tipeee, enfin il y a 3 E, Mmh. sur, la page. Il est venu le temps des producteurs, vous pouvez précommander le livre. Vous avez jusqu'au 1er avril, pour ce faire et après, ben, le temps d'aller à l'impression, de le faire livrer et cetera et puis de mettre, chaque, livre dans une petite enveloppe, hein. C'est moi qui vais tout faire, enfin avec mon mari, mais voilà. Vous le recevrez vraisemblablement mi-mai. Voilà. D'accord, eh bien, message, compris, hein. Vous pouvez aller sur Tipeee, voilà, et vous retrouverez Il est venu le temps des producteurs. Merci beaucoup, Tatiana Merci à vous. Ventose et